Ami Renardo, aujourd'hui je vous propose de voir ensemble un des derniers titres de chez Awaken Realms, j'ai nommé Dragon Eclipse. Lancé en campagne de financement participatif en 2023, si je dis pas de bêtises, le jeu vous propose une expérience pour 1 à 2 joueurs seulement, donc soit en solo, soit en coopération. Et comme bien souvent avec le studio, vous allez être plongé dans une grande aventure de plusieurs dizaines d'heures. Dans Dragon Eclipse, vous allez incarner un dompteur qui va partir à travers 12 scénarios à la recherche du grand mystère de l'éclipse, et au passage découvrir et dompter l'insert de Pokémon pas moins de 30 Mistlings de la core box. Et des Mistlings, qu'est-ce que c'est? Eh bien ce sont des créatures élémentaires que vous allez rencontrer au fil du jeu, tous avec leurs particularités et leurs mécaniques. Au cours de votre épopée, vous allez livrer des combats, vous devrez accomplir les quêtes personnelles de vos Mistlings pour les faire évoluer, tout en débloquant des cartes afin de construire des decks plus puissants pour vos compagnons préférés. Dragon Eclipse est une expérience que Awaken Realms nomme de JAC, pour jeu d'aventure à collectionner. Vous allez donc retrouver les composantes de JCC/JCE qui vont se traduire par l'ouverture de boosters entre les différents scénarios, et cartes que vous allez bien sûr réutiliser pour améliorer vos decks. Alors les amis, laissez-moi vous donner un aperçu de l'un des derniers titres de l'éditeur polonais. Alors comme bien souvent, le studio propose des jeux alternant deux phases, comme par exemple une phase d'exploration de planètes et une phase de gestion de vaisseaux pour ISS Vanguard, ou encore une phase de camp et une phase de mission pour Stalker. Et bien ici, on s'y en rapproche un peu. Chaque scénario de votre épopée sera accompagné de ce journal d'aventure qui va recenser tous les scripts et qui fonctionnera tel un livre dont vous êtes le héros. On est donc sur une phase d'exploration assez narrative, racontant l'histoire de votre personnage et du monde qui l'entoure. Vous aurez bien souvent des choix réalisés qui vont bien sûr impacter l'avenir de votre village et de vos Mistlings. La majeure partie de votre saga va se dérouler dans des lieux, représentés dans ce livret. Le journal d'aventure vous indique dans quelle zone vous vous trouvez et quelle carte événement placer face cachée. Sur chaque plan, vous allez trouver une piste temporelle et vous commencerez généralement avec un certain nombre d'unités de temps disponibles, et temps que vous allez généralement utiliser pour aller lire les scripts indiqués sur la page. Par exemple, si je souhaite me rendre dans cette espèce de bibliothèque, je vais me rendre au script A35. Lire un script en soi ne demande pas de temps, mais c'est surtout les actions qui vous sont proposées qui vous en demanderont. Et vous retrouverez parfois, à l'instar d'un unlock, des indices, voire même des scripts cachés dans le décor. Donc il ne faudra pas hésiter à ouvrir l'œil pour déceler des secrets. Pour continuer avec le temps, vous allez lors de votre exploration rencontrer ce symbole, qui va justement vous demander de décrémenter le marqueur temps d'une case. Si jamais vous êtes sur la case numéro 1, vous devrez alors placer le marqueur sur la carte événement. À l'issue de votre action, vous devrez alors prendre connaissance de cette carte et résoudre ses effets. Il faut également savoir que ce jeton temps est recto verso avec un côté vert et un côté rouge. La couleur vous annonce à quel point vous allez devoir vous dépêcher. Le côté vert indique que l'événement en cours va changer quelque chose sans pour autant mettre fin à l'exploration, et le côté rouge, lui, va y mettre un terme. Donc vous l'aurez compris, avec Dragon Eclipse, on est sur un jeu plutôt vivant. Donc en fonction des décisions que vous allez prendre, les interactions au sein même d'un lieu peuvent changer. Exemple simple, le jour les boutiques sont ouvertes, mais passé une certaine heure, elles sont fermées et vous n'y aurez plus accès. Mais bien sûr, ça va un peu plus loin que ça. Mais c'est pourquoi vous allez retrouver des emplacements sur les plans qui pourront accueillir des jetons A ou B. En général, le journal d'aventure vous précisera de poser l'un de ces jetons sur l'emplacement spécifié. Certains scripts feront justement référence à la présence de ces jetons ou non sur tel ou tel emplacement. Par exemple, si le jeton B est présent sur l'emplacement 4, alors quelque chose, si le jeton A est présent sur l'emplacement 4, alors autre chose, sinon voilà ce qui se passe. Pour gérer le côté vivant, vous aurez également à disposition, à l'instar d'un Tainted Grail, une fiche de statut. À intervalles réguliers, on vous demandera de cocher certaines cases, ce qui permet au jeu d'enregistrer vos décisions, et de vous proposer des embranchements de l'histoire. Autre particularité que vous allez pouvoir retrouver dans le jeu, ce sont les tests. Alors que vous fouillez une maison ou bien que vous répariez une machine, vous allez devoir réaliser un test pour mesurer votre niveau de réussite. Et tout cela s'appuie sur une mécanique de stop ou encore, grâce à un paquet de cartes objets. Chaque test fait également référence à un tableau que vous allez pouvoir consulter librement, et il vous donnera les différents résultats. Ici par exemple obtenir un 5 ou moins c'est considéré comme une réussite, mais bon ça reste la loose. Sur un 6 ou un 7 c'est ok, voire même très bien, mais obtenir un 8 par contre c'est l'échec total. Vous aurez également au-dessus parfois des éventuels modificateurs. Par exemple ici, si je termine avec 2 symboles d'œil, je vais perdre 1 de temps. Mais du coup, comment on réalise un test? Vous allez à chaque fois piocher une carte sans résoudre son effet. Les seules informations utiles se trouvent en haut à gauche avec une valeur et parfois un symbole d'œil. Et là, tout simplement, à vous de décider si vous voulez continuer pour tenter d'approcher le 6 ou le 7, ou vous arrêter car trop risqué. Et bien sûr, si vous atteignez le 8, c'est immédiatement terminé.
Une fois que vous avez mis fin à votre thèse, vous allez résoudre ainsi les effets de thèse s'il y en a un, et l'effet associé à votre résultat. Mais il faut savoir que durant votre quête, vous allez pouvoir trouver ou acheter des objets qui vont justement intervenir soit dans vos tests, soit durant vos combats. Lorsque vous vous procurez une telle carte, vous la placerez dans votre inventaire et vous pourrez l'activer au moment indiqué. À côté de ça, vous avez aussi des cartes équipement, qui sont des cartes plus puissantes mais plutôt axées sur le combat. En plus d'un effet, vous pourrez retrouver sur ces cartes une ou plusieurs icônes qui pourront vous donner parfois des avantages durant des tests. Mais vous serez cependant limité à 2 équipements maximum. Vous allez ainsi vous laisser guider par les scripts et la narration jusqu'à ce que vous tombiez sur une instruction qui vous dit fin d'exploration, comme par exemple lorsque vous arrivez sur certaines cartes événements. Et la deuxième grande partie du jeu, ce sont bien sûr les combats. Parfois vous allez rencontrer des mistlings plus ou moins hostiles, vous devrez parfois en ramener d'autres à la raison, bref, vous allez devoir envoyer votre compagnon livrer bataille. Et pour cela, le journal d'aventure vous précisera sur quelle arène vous allez mener le fight, contre quel ennemi et quelle carte arène utiliser. Ces arènes sont représentées cette fois-ci dans ce livret et chacune d'elles est en double, avec une arène lorsque vous jouez en solo et une autre lorsque vous jouez à deux. Mais dans cette vidéo, je vais seulement m'attarder sur la partie solo pour une fois. Chaque combat vient avec une carte arène pour ajouter une mise en place et des règles spéciales supplémentaires. Parfois, comme ici, vous allez devoir placer des tokens sur certains emplacements de la map, et ils auront bien sûr leur propre comportement lorsque vous irez sur leur case. Concernant le mistling ennemi que vous allez affronter, encore une fois, le journal vous indique quelle créature se dresse devant vous, et quelle carte vous allez devoir récupérer pour la partie. En général, il va s'agir de 3 cartes, une carte avec les stats de la créature, sur celle-ci vous allez pouvoir retrouver au centre son nombre de points de vie, les dégâts qu'elle va infliger lorsqu'elle effectue une attaque, et le nombre de cases qu'elle va pouvoir se déplacer lorsqu'elle le fait. À gauche, vous allez retrouver 2 valeurs de défense, une défense contre vos attaques, et une défense lorsque vous allez infliger des dégâts bruts, on va dire, grâce à certaines de vos cartes. Vous aurez ensuite une carte recto-verso avec d'un côté la mise en place, vous avez une valeur pour la capacité spéciale de l'ennemi, et vous devrez placer un token sur l'emplacement indiqué en haut de l'arène. On verra qu'à intervalles réguliers, l'adversaire va pouvoir déclencher sa capacité spéciale. En dessous, vous avez le deck ennemi constitué de plusieurs cartes avec différents symboles que vous allez devoir préparer. Chaque symbole fera référence à une action du mistling. Et parfois, vous aurez des mises en place supplémentaires. Au dos, vous allez retrouver les capacités passives, les différentes actions en fonction de la carte activée de l'ennemi, et enfin sa capacité spéciale. Et la dernière carte que vous pourrez généralement retrouver, c'est celle-ci. Une carte qui vous indique toutes les étapes à suivre pour apprivoiser la bête, qui vous permettra, si vous réussissez, à agrandir votre équipe et à pouvoir l'envoyer lors des futurs combats. De votre côté, vous devrez choisir lequel de vos 2 mistlings vous allez envoyer au combat. Alors il faut savoir qu'au début du jeu, vous n'en aurez qu'un seul, vous devrez choisir entre un mistling d'eau ou bien un mistling de feu, mais plus vous allez progresser dans l'histoire et plus vous allez en dompter, ce qui vous laissera alors plus de choix lors des futurs combats. Par contre, à chaque scénario, vous serez limité à 2 mistlings d'éléments différents de votre Pokédex, mais bon, ça on aura l'occasion d'y revenir. Une fois votre protagoniste choisi, vous allez récupérer son deck, celui que vous aurez préparé, ainsi que ses cartes. L'une d'elles récapitule toutes ses caractéristiques, une autre présente ses capacités spéciales, activables en dépensant le nombre de points de pouvoir indiqués, et vous prendrez également la carte liée à l'élément de votre mistling. Par exemple avec le jeune Iceling de type eau, vous allez récupérer la carte élément eau. Elle vous donne un rappel des actions bonus en dépensant du pouvoir, mais surtout votre action bonus élémentaire, propre à cet élément. Votre deck, lui, sera toujours constitué de 16 cartes. Au début du jeu, vous aurez 10 cartes neutres et 6 cartes propres à votre compagnon. Ces 6 cartes sont directement liées à la mécanique de votre mistling. Et pour rappel, la boîte de base en contient 30, tous différents, et chacun avec leurs 6 cartes dédiées. Concernant la mise en place, après avoir effectué celle de la carte arène, vous allez placer les cartes ennemies en haut à gauche du plateau, et vous mettrez son deck juste à droite. De votre côté, vous allez placer votre deck en bas à gauche de l'arène, et vous révélerez les 4 premières cartes. Vous allez placer les 2 protagonistes sur les 2 emplacements numérotés du plateau et vous êtes prêt à démarrer le combat. Celui-ci va se dérouler au tour par tour en commençant par vous jusqu'à arriver à une condition de fin. Alors soit vous réussissez à dompter l'ennemi, soit l'un des 2 mistlings est KO. Et à votre tour, vous aurez 2 grandes étapes à suivre. Vous devrez tout d'abord jouer l'une de vos 4 cartes visibles. A noter qu'au-dessus se trouve une certaine quantité de pouvoir que vous allez gagner et stocker sur la carte de votre mistling, sachant que vous ne pourrez pas dépasser les 10 gemmes. Et pouvoir que vous allez utiliser pour activer des actions bonus. Par exemple, en activant cette carte concentration, je vais pouvoir récupérer 3 gemmes, que je place sur ma carte. Et une fois les gemmes récupérées, je vais bien sûr activer l'effet de ma carte. Certaines me permettent de me déplacer comme celle-ci,
Et lorsque vous le faites, vous allez pouvoir vous déplacer d'un nombre de cases égal ou inférieur à la valeur indiquée sur votre carte caractéristique. Donc ici, je pourrais me déplacer jusqu'à 2 cases. Par exemple, une case. Et une fois l'effet réalisé, la carte est défaussée. D'autres cartes me permettent d'effectuer une attaque, comme la carte Morsure du Gel. Pour réaliser une attaque, il faut que je sois sur une case adjacente à ma cible, ce qui est donc le cas ici. Je vais ensuite infliger autant de dégâts que la valeur indiquée sur ma carte. J'ajoute ici le petit modificateur de +1, je vais donc passer à 5, et je soustrais la valeur de défense liée à une attaque de l'ennemi, ici qui est de 0. Je vais donc lui infliger 5 dégâts. Ces dégâts sont représentés par des jetons que vous allez directement placer sur leur carte. A noter qu'ici ma carte possède le mot-clé perforation, ce qui permet d'ignorer jusqu'à 2 de défense de l'ennemi. Sur certaines cartes, vous allez également retrouver ce symbole. Si vous combattez un misling de l'élément indiqué, vous allez pouvoir effectuer les effets bonus. Donc ici, si je combattais un misling de feu, j'aurais pu effectuer une nouvelle attaque. Certaines cartes comme la carte synergie ont le mot-clé déclenché, et ce qui permet d'activer l'effet d'une carte sans récupérer le pouvoir au-dessus. Ainsi, si durant mon tour j'avais activé la carte synergie, j'aurais récupéré 2 de pouvoir, et j'aurais par exemple effectué l'action de la carte Morsure du Gel. J'aurais défaussé ma carte, puis la carte synergie. A noter que certaines cartes ont des effets passifs représentés par un bandeau doré. Et il faut savoir que celui-ci est activé tant que cette carte se trouve sur le sommet de votre défausse. Ici par exemple, tant que la posture offensive est au sommet, je vais pouvoir infliger un dégât supplémentaire lors de mes attaques. Et enfin, certaines cartes comme le tir primitif permettent d'infliger des dégâts qu'on va dire bruts. En plus de ça, ici j'ai une portée de 2. Lorsque vous infligez ce type de dégâts, vous allez soustraire la défense associée à ce type. Donc ici je pourrais infliger 2 dégâts moins 0, soit toujours 2 dégâts. Et je parlais tout à l'heure d'actions bonus. Il faut savoir qu'elles sont centralisées à ce niveau-là et que vous pourrez en utiliser autant que vous voulez avant ou après activer votre carte. Vous devrez cependant à chaque fois dépenser la quantité de pouvoir demandée et vous ne pourrez activer chaque action bonus qu'une seule fois par tour. Qu'importe le misling choisi, vous allez pouvoir dépenser un de pouvoir pour effectuer une course, c'est-à-dire vous déplacer, ou bien faire des préparatifs, c'est-à-dire défausser une carte et en repiocher une. Au passage, l'action bonus élémentaire eau vous permet contre 4 gemmes de déplacer l'adversaire d'un nombre de cases égal à sa valeur de déplacement. Et vous pourrez vous soigner d'une blessure. Et la capacité spéciale du jeune Iceling permet contre 6 de pouvoir d'effectuer une ponction gelée, c'est-à-dire infliger 3 dégâts bruts à une portée de 2, mais avec le mot-clé absorption. Et pour terminer votre tour, vous allez devoir recompléter les espaces vacants. À chaque fois que vous allez devoir piocher, que ce soit à la fin de votre tour ou grâce à une action bonus, vous allez décaler toutes les cartes dans la rivière. Et vous terminerez par repiocher une carte. Si jamais votre deck est vide, vous allez bien sûr mélanger votre défausse pour reformer une pioche. Et au cours des combats, vous serez parfois amené à recevoir des jetons état, comme par exemple ici une faiblesse. Et c'est également durant la fin de votre tour que vous allez pouvoir retirer un jeton de chaque type état. Vient ensuite le tour de l'ennemi. Vous allez commencer par décaler d'un cran vers la droite toutes les cartes ennemies présentes dans la rivière. Ici il n'y en a pas, donc pas besoin de décaler. Et vous allez placer la première carte du paquet ennemi sur le premier emplacement. Vous allez ensuite comparer son symbole avec celui de la carte ennemie, ce qui va alors déterminer l'action qu'il va effectuer. Par exemple ici avec un carré, le Golomo ennemi va placer une secousse à portée de 2. Il va ensuite effectuer une attaque et une ruée. Lorsqu'un jeton élément est placé, il doit être placé au plus proche de votre misling, donc si possible sur votre case. Chaque jeton élément est recto verso avec une face noire concernant les jetons ennemis et une face blanche si c'est vous qui avez posé ce jeton. Autre parenthèse, il faut savoir que les cartes du deck ennemi sont toujours visibles. Donc à vous d'anticiper la réaction de l'adversaire et d'agir en conséquence. Si je reprends l'action, j'ai bien placé une secousse jusqu'à 2 de portée. Il effectue ensuite une attaque, il possède 2 d'attaque et j'ai 0 de défense. Je vais donc recevoir 2 blessures. Il termine son action par une ruée, c'est-à-dire qu'il va tenter de se rapprocher au plus proche de moi. Mais étant donné qu'on est déjà sur des cases adjacentes, rien ne se passe. Une fois l'action résolue, vous allez retourner la carte. Et vous allez vérifier s'il y a une carte ennemie au-dessus du jeton de capacité spéciale, c'est-à-dire sur l'emplacement 3. Si oui, vous allez tout simplement appliquer son effet avant de défausser toutes les cartes encore présentes dans la rivière. Ici, s'il avait activé sa capacité spéciale, j'aurais subi 3 dégâts, étant donné que je suis sur une case avec une secousse. A noter que si jamais le deck de l'adversaire est vide, je vais devoir récupérer une carte fatigue que je vais placer dans ma défausse. Vous l'aurez compris, ces cartes vont alors polluer votre deck et ne seront pas retirées après le combat, mais seulement à la fin d'un scénario.
Et si vous ne pouvez pas prendre de carte fatigue car il n'y en a plus, vous allez à la place recevoir 5 dégâts. Une fois le tour de l'ennemi terminé, c'est de nouveau à moi de jouer. Et je vous propose d'effectuer encore un ou deux tours avec cet état-là du jeu. Par exemple ici, je vais jouer ma carte Synergie. Je vais donc récupérer 3 de pouvoir. Et je vais pouvoir déclencher l'effet de l'une de mes autres cartes. Par exemple, Morsure du Gel. Je vais donc effectuer une attaque à 4 plus 1, 5. Mais la capacité passive du Golomo lui octroie 1 de défense pour chaque jeton secousse à portée 1. Donc ici, il a 1 de défense. Je passe donc à 4 plus 1 moins 1, soit toujours 4. Par contre, ma carte a le mot-clé Perforation 2, ce qui permet d'ignorer jusqu'à 2 de défense. Je repasse donc à 5. Les cartes sont ensuite défaussées en commençant par la Morsure du Gel, suivie de la Synergie. Et je vais en profiter pour effectuer une action bonus de course en dépensant 1 de pouvoir pour me déplacer jusqu'à 2 cases. Fin de mon tour, je décale toutes les cartes et j'en révèle de nouvelles. Tour du Golomo, on va décaler toutes les cartes ennemies et on va effectuer l'action associée au triangle. Il va donc effectuer une ruée, il va donc se déplacer d'une case vers moi, il va faire une attaque mais malheureusement pour lui il n'est pas à distance, et va terminer par placer un jeton secousse à portée 1. Fin de son action, on retourne la carte et on peut déjà anticiper sa prochaine action où il va effectuer une attaque, une ruée à plus de 2 cases, une autre attaque et pour terminer une troisième attaque étant donné que je suis de type eau. A mon tour, je vais activer la carte Vol de Chaleur. Je vais donc récupérer 2 de pouvoir et je vais lui infliger 2 dégâts bruts à portée 2. En plus de ça, j'ai le mot-clé Absorption. Le Golomo sert de la défense contre mes attaques, mais pas contre mes dégâts bruts. Je vais donc lui infliger 2 dégâts. Et avec le mot-clé Absorption, je vais me soigner de 2. On défausse la carte, on décale le tout, et je vais décider de rester là pour vous montrer un petit exemple. Et on effectue son action. Il va donc faire une attaque dans le vide. Il va ensuite faire une ruée, et il va effectuer 2 attaques. Chacune de ces attaques m'inflige 2 dégâts. Cependant, j'ai ma capacité passive car j'ai une carte avec un bandeau doré au-dessus de ma défausse, et qui va m'octroyer plus 1 de défense. Je vais donc pour chacune de ces attaques parer 1 dégât. Je vais donc au final recevoir 2 blessures. Fin de son action, on retourne la carte, et ici il y a bien une carte au-dessus du jeton de la capacité spéciale. Et pour chaque jeton secousse à portée 2, donc 1, 2, je vais recevoir 3 dégâts, soit 6 dégâts au total. Malheureusement ma défense ici ne fonctionne pas car il s'agit ici de dégâts bruts. Donc 6 blessures supplémentaires. Comme dit précédemment, bien souvent dans un combat, votre ennemi sera accompagné de cette carte qui va lister toutes les étapes à suivre dans l'ordre pour pouvoir apprivoiser la bête. Et à chaque étape validée, vous allez tout simplement poser un jeton A dessus. Vous allez ainsi enchaîner les tours jusqu'à ce que l'un des Mistlings soit KO, c'est-à-dire qu'il ait reçu suffisamment de dégâts, ou bien que vous ayez réussi à dompter votre ennemi. Et pour ça, vous devrez avoir réalisé toutes les étapes. Dans ce cas, vous allez vous référer au script de la carte arène et suivre les instructions. Vous allez également nettoyer le plateau, défausser toutes vos gemmes de pouvoir et poursuivre votre aventure. Mais par contre, vous garderez tout de même les blessures subies. Et vous allez ainsi continuer votre aventure jusqu'à ce que le journal vous indique clairement que le scénario est fini. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous allez rentrer dans une sorte de phase de maintenance. Vous allez débloquer de nouveaux scénarios grâce à de petites cartes que vous allez glisser dans votre feuille de classeur, ce qui vous permettra au fil de la campagne de dessiner les terres de votre région. Et c'est également durant cette phase que vous allez pouvoir obtenir de nouvelles cartes, soit en ouvrant un booster, soit en gagnant des cartes tout simplement du paquet évolution. Les boosters ajoutent des cartes liées à un élément précis, tandis que les cartes du paquet évolution ajoutent des cartes neutres. Vous pourrez bien sûr les intégrer pour améliorer les decks de vos Mistlings préférés. Il faut savoir qu'un deck doit contenir exactement 16 cartes, avec au moins 3 cartes spécifiques à votre Mistling. Vous ne pourrez avoir qu'une seule carte légendaire reconnaissable grâce à ce logo, et bien sûr, vous ne pouvez pas avoir de carte ne faisant pas partie de l'élément de votre compagnon. Vous terminerez enfin en soignant toutes vos blessures, et vous allez sauvegarder la partie si vous le souhaitez. Pour cela, vous avez un boîtier de prévu pour ranger vos cartes et les différents composants gagnés au fil de votre progression, comme par exemple des pièces. Pour continuer votre aventure, vous allez devoir utiliser l'Atlas. Très rapidement, vous aurez la possibilité d'accéder à certaines zones déjà visitées, représentées par les scripts commençant par un Z, et vous allez poursuivre en choisissant l'un des scénarios disponibles.
Chacun d'eux propose un texte d'introduction et vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, changer d'avis et en faire un autre. Parce que par exemple, vous sentez que le niveau est un poil trop élevé. Et avant de partir dans votre quête, vous allez devoir sélectionner 2 misslings d'éléments différents que vous avez domptés pour vous épauler. Vous allez ainsi récupérer leur deck préparé, la carte caractéristique, de capacité et si disponible, la carte quête. Parce que les quêtes, je ne vous en ai pas encore parlé, mais ce sont les objectifs personnels de vos misslings. Une fois celle-ci accomplie, le missling devient exalté avec de meilleures caractéristiques ou une meilleure capacité spéciale. Et celui-ci pourra lui-même évoluer en une version plus puissante. Mais sachez que ce n'est pas accordé à tout le monde malheureusement. Mais dans tous les cas, vous êtes prêt à poursuivre votre périple. Dragon Eclipse, et aussi d'autres modes de jeu qui sont proposés. Vous aurez par exemple un roguelite où vous tenterez d'atteindre le 3e boss d'un plateau. Chaque quête parcourue vous permettra soit de récupérer des récompenses qui vous permettront de débloquer des avantages et même des misslings, soit de livrer un combat. Vous allez ainsi parcourir les 3 niveaux qui se soldent à chaque fois par un boss. Vous allez également retrouver un mode PVP où vous allez non pas affronter le jeu, mais bel et bien notre joueur. Pour cela, vous allez à peu près reprendre les mêmes règles qu'on a vues durant les combats, mais je ne vais pas vraiment m'y attarder dessus. Et à présent, je pense que vous avez un bel aperçu de ce que propose Dragon Eclipse. Et voilà les amis, désormais vous êtes prêts à partir à l'aventure. N'hésitez pas à me dire si vous êtes intéressé de voir un début de scénario en vidéo, ça sera sans doute quelque chose que je vais faire en fonction de la demande, mais en tout cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner pour soutenir la chaîne, c'est un énorme soutien, et sur ce, des bisous, ciao.